Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, nouveau décor, obtention d'un petit fond vert pas piqué des hannetons pour le plaisir et pour pouvoir évoluer un peu. Je suis en tout cas très heureux de vous retrouver dans ce recap épisode 6 pour vous partager toutes les news gaming les plus importantes de cette semaine. 4 informations majeures dont 3 qui ont quasiment fait la semaine à elles seules tellement on en a entendu parler. On va parler notamment du rachat officialisé à 100% de Bethesda par Microsoft et de ce qui va arriver par la suite, de cet incendie tragique chez OVH à Strasbourg où de très nombreuses données ont été définitivement perdues et dont le jeu de survie Rust a été pleinement impacté. Naughty Dog qui serait en train de développer un mystérieux jeu multijoueur et de l'arrivée récente d'Apex Legends sur Nintendo Switch, que vaut le Battle Royale de Respawn sur la console Nippon, on va voir tout ça ensemble. Pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche et de mettre un petit pouce bleu, ça serait super sympa et de surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo car les informations de dernière minute sont particulièrement très intéressantes. Fallait que ça tombe en fin de semaine. Bienvenue à tous, je suis Gus et je vais vous partager toutes les informations majeures de cette semaine dans ce nouveau recap. Allez on y va, c'est parti, première info, Apex Legends est sorti sur Nintendo Switch le 9 mars 2021 et c'était un des objectifs les plus importants de Respawn d'envoyer son Battle Royale sur la console portable japonaise. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur Switch et je vais vous donner mon avis qui finalement coïncide quand même beaucoup avec l'avis de d'autres joueurs. Il faut savoir qu'Apex demande tout de même beaucoup de ressources tant sur les consoles de salon que sur PC et nous allons voir ce qu'il en est sur Switch, sur les premiers retours qui ont été donnés, si la console arrive à supporter un jeu assez lourd. Déjà, dans un premier temps, malgré que cela avait été annoncé avant son arrivée, on constate bien que le jeu a subi quand même un downgrade de façon drastique, tant au niveau des détails que sur les textures de l'environnement. Pour ainsi dire, le jeu tourne à 30 images par seconde maximum. Même si la résolution sur Switch avait déjà été annoncée comme étant légèrement inférieure aux versions console et PC, il faut dire que la résolution en mode portable est quand même relativement basse comparée à celle une fois branchée sur une télévision, où là le jeu tourne à 720 pixels. Cet important downgrade cause tout de même quelques soucis sur les performances de gameplay, puisque par exemple il est assez difficile de distinguer au loin des ennemis sans avoir un espèce de flou constant à cause de la résolution. Bon nombre de joueurs ont relevé des chutes de framerate très fréquentes, pour ma part je n'ai pas vraiment été dans ce cas-là. Et les effets de balles sur les personnages n'ont aucune utilité si le joueur ne joue pas en mode visé. Autrement dit, le tir au jugé est quasi inutile. Il y a une part de vrai, bien que je ne suis pas tout à fait de cet avis, il faut savoir que jouer du FPS sur Switch, j'ai encore un petit peu de mal avec ça. Le fait que le jeu tourne en 30 images par seconde en mode portable, c'est une normalité, mais lorsque ça pète un petit peu de partout, qu'on est dans le feu de l'action, le jeu a tendance à descendre à 15 voire à 10 images par seconde, ce qui le rend parfois injouable. Soyons honnêtes, en mode portable, Apex n'est vraiment pas optimisé pour ça, en tout cas pour le moment. En revanche, une fois branché sur un écran, les FPS sont plus stables et la résolution est quand même bien meilleure. Autre point qui ne met pas le jeu à son avantage, les bugs. Et là je suis d'accord, ils sont très nombreux. La communication entre les joueurs n'est déjà pas de très bonne qualité lorsque la console n'est pas reliée à un écran. Beaucoup de joueurs se sont retrouvés bloqués dans le menu ou dans le tutoriel dès le début du jeu. Pour ma part, j'ai eu des matchmaking avec un temps d'attente de malade, voire impossible. Beaucoup de soucis avec des lags, les réactions des mouvements et de grosses lenteurs avec l'utilisation des Joy-Con. Bref, Apex n'est pas encore optimisé totalement pour pouvoir être joué comme il faut sur Switch. Malgré que le jeu soit toujours un des meilleurs Battle Royale sur les autres plateformes, on peut dire qu'Apex n'a pas vraiment réussi son entrée et il rencontre beaucoup de problèmes. Mais au vu de l'évolution qu'a connue le jeu depuis sa sortie en 2019, il est certain que Respawn travaille dessus afin de l'améliorer. Bon, c'est pas génial, mais il faut être patient et dans quelques temps, je suis persuadé qu'il sera parfaitement optimisé pour y jouer sur Switch. En attendant, si vous recherchez plus les performances ou la qualité, c'est certain, il faudra opter pour les autres plateformes. La deuxième info, vous avez peut-être vu aux informations cette semaine ce terrible incendie qui a ravagé les locaux d'OVH Cloud à Strasbourg, plongeant une partie du web français dans les ténèbres. Mais avant de continuer, on va voir ce que c'est que OVH. On dit OVH comme ça, c'est un acronyme, mais je pense que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Pour vous faire simple, OVH, c'est On vous héberge, renommé depuis 2019 OVH Cloud, est une entreprise française qui est un grand centre d'hébergement de serveurs qui s'occupe aussi de l'enregistrement de noms de domaine, de serveurs dédiés et aussi de fourniture d'accès à Internet. Par exemple, le musée du Louvre ou encore le centre Georges Pompidou à Paris ont leurs serveurs sur cette plateforme. OVH Cloud contient aussi des applications dédiées et des sites comme ceux utilisés et
mis en place par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. De nombreux utilisateurs, tous domaines confondus, se sont vus alors, du jour au lendemain, privés totalement de leur site ou de leur domaine sans pouvoir faire quoi que ce soit, jusqu'à comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Par contre, au niveau des serveurs, c'est la cata. Pour ce qui est des sites et des applications mis en place par le gouvernement, tous ont été remis en marche peu de temps après. Évidemment, pour ce qui est des cas d'urgence, c'est une priorité. En revanche, pour le reste, il va falloir patienter, et il va falloir aussi surtout ne pas perdre son sang-froid, et là je m'adresse particulièrement aux joueurs du jeu Rust. En effet, le studio Facepunch, aux commandes du jeu de survie et hébergeant donc des serveurs chez OVH Cloud, a perdu l'intégralité des serveurs européens du jeu avec des données qui sont impossible à restaurer. Le studio a réagi peu de temps après l'incendie en cherchant les possibilités de restauration des serveurs, mais après moult tentatives, ils se sont résignés à se dire que les données étaient totalement perdues. Par la suite, ils ont publié un message sur Twitter pour tenir informé leur communauté, expliquant la situation et qu'ils cherchaient désespérément par tous les moyens les possibilités de remplacement pour parvenir à une solution. Ce qui est très embêtant pour les joueurs de longue date sur le jeu Rust, c'est qu'il y a de très grandes chances que toutes leurs données, toutes leurs sauvegardes soient définitivement perdues lorsque les serveurs seront relancés. Il reste tout de même certaines chances, certains pourront être chanceux et dans ce cas, allez jouer au loto les gars, mais ça reste très infime. Il faudra donc attendre que les serveurs soient relancés avant d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, si vous avez plus d'informations à ce sujet, je vous invite grandement à me le dire en commentaire et à tenir informés ceux qui sont concernés. Le jeu Rust doit arriver sur console Xbox et PlayStation dès le printemps prochain. Reste à voir si ça se fera vraiment après cet incident. Je pense que oui, mais il risque d'y avoir quelques ralentissements sur ce nouveau lancement. On passe sur la troisième info et on va faire un petit jeu très simple. Ceux qui veulent avoir un mode multijoueur de The Last of Us Part 2, mettez un petit pouce bleu. Quel escroc je suis. Car oui, on pourrait tous imaginer et se poser tant de questions sur la suite de cette information. Naughty Dog serait en train de préparer un jeu ou un mode multijoueur. Une fois de plus, c'est un nouvel indice qui amène à créer des rumeurs et qui a été trouvé par le site GameSpot, et celui-ci découvre que le studio américain aux commandes des Uncharted et des The Last of Us recrute un multiplayer economy designer, c'est-à-dire un concepteur économique pour un mode multijoueur, dans le but de travailler sur un jeu service multijoueur encore inconnu. Alors sur les détails de cette offre d'emploi, Naughty Dog recherche une personne compétente qui sera capable de concevoir des moyens de personnalisation, comme par exemple du cosmétique pour des personnages, des objets, des accessoires, des vêtements, etc. Le candidat sera capable d'assurer une longue durée de vie au jeu, vraiment à grande échelle, donc qui pourrait s'étaler sur plusieurs années, et de mettre en place toutes les récompenses nécessaires aux motivations des joueurs pour les encourager à progresser dans le jeu. Un peu comme une sorte de Season Pass. Effectivement, pris sous cette forme-là, on pourrait croire, et moi le premier, qu'il pourrait s'agir du mode multijoueur, donc le mode faction dédié à The Last of Us Part 2. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, oui, c'est totalement possible que ça soit le mode multijoueur de The Last of Us Part 2, et non, car ça peut être un tout nouveau projet. Oui, c'est le multi de The Last of Us Part 2. En théorie, et je dis bien en théorie, donc officieusement, il se pourrait totalement que The Last of Us Part 2 ait son mode multijoueur inédit. Rappelez-vous, avant sa sortie, Naughty Dog avait déclaré qu'il n'y aura pas de mode multijoueur car il voulait vraiment se concentrer à fond sur l'expérience du jeu et de son histoire, ce qu'ils ont de mon simple avis totalement réussi. Mais ces déclarations ont été faites bien avant la sortie du jeu et seulement pour la sortie de The Last of Us Part 2, donc en juin dernier. Par la suite, un petit peu plus tard dans l'année, et en fouillant bien sur le web, je tombe sur des informations très intéressantes qui, par magie, ont été supprimées très vite après. En effet, de nombreuses vidéos et captures d'écran avaient fuité montrant des séquences de gameplay en mode développeur, donc avec des écritures de couleur rouge et blanc un petit peu partout, et qui ressemblaient grandement au mode faction du premier The Last of Us. En examinant attentivement les vidéos, j'ai pu remarquer qu'il s'agissait donc bien d'un mode multijoueur, mais que ce dernier avait le même moteur graphique que The Last of Us Part 2, et contenait des personnages reconnaissables provenant de diverses factions rencontrées dans l'histoire du deuxième opus. Si ce projet est bien en cours, cela fait donc un bon bout de temps maintenant que Naughty Dog planche dessus, et que... il l'avait déjà dit.
Le studio a bien travaillé dessus auparavant, ils y ont investi de l'argent. Ils ont préféré juste se concentrer à fond sur l'histoire et tous les aspects qui entourent le jeu. Et Dieu sait combien ça coûte de produire et de développer tout ça, on parle en millions, mais avec les recettes de The Last of Us Part 2, il n'est donc pas du tout à exclure que Naughty Dog revienne sur sa décision. Surtout que, pour finir sur ce point, un portage du jeu sur PlayStation 5 est quasi certain, et donc parmi les améliorations à venir, intégrer en plus un nouveau mode multijoueur qui serait, bien sûr cross-gen, serait non seulement un argument considérable pour se remettre au jeu ou de se le procurer, mais aussi une bonne stratégie commerciale. Sauf que, il pourrait s'agir d'un tout nouveau projet. Je m'explique. Sur l'offre d'emploi, il est mentionné que le candidat recherché devra collaborer avec des membres du studio, en particulier avec des game designers, donc des personnes qui créent, l'architecture globale des règles du jeu, et de s'assurer que tout soit bien cohérent afin de proposer l'expérience de jeu la plus intéressante. Et le candidat recherché devra donc garantir que l'économie dans le jeu soit en adéquation avec le jeu dans son intégralité. Vous avez 4 heures. Ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'il pourrait s'agir d'une nouveauté. Visiblement, ce poste est fait aussi pour travailler sur un projet qui ne serait pas exclusivement du multijoueur, donc il y aurait autre chose avec ça. Un mode histoire, très certainement. En effet, il y a presque 2 mois maintenant, des grosses rumeurs accompagnées d'illustrations, que je vous mets juste ici, parlaient d'un jeu qui serait déjà bien avancé en termes de développement chez Naughty Dog, qui serait vraiment cool, selon les dires de Neil Druckmann, et qui aurait pour thème le médiéval fantastique s'inspirant de la mythologie nordique. Si l'on prend en compte cette chose-là, Naughty Dog sortirait donc de sa zone de confort pour nous proposer une réalisation moins habituelle que l'on connaît déjà. Quoi qu'il en soit, toutes ces infos donnent raison à des spéculations, donc vous connaissez l'expression, on prend du recul. Mais on connaît Naughty Dog, The Last of Us Part 2 vient de sortir et ils nous ont prouvé par leurs compétences et leur talent qu'ils produisent des jeux de grande qualité. Alors il faudra prôner la patience, avant de savoir dans quelques temps si un seul et unique prochain jeu en solo et en multijoueur venait à sortir dans les années à venir. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. 4e grosse info, Bethesda et Microsoft. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a entendu parler cette semaine? Après l'annonce de ce coup de théâtre en septembre dernier qui a secoué toute l'industrie du jeu vidéo, Microsoft rachète Bethesda. Non, c'est même pas que Bethesda, c'est ZeniMax, donc la maison mère de Bethesda, plus tous les autres studios auxquels ils sont affiliés. Donc Bethesda, ID Software, Arkane Studio, Machine Games, Tango Games Works, etc. Bref, vous imaginez bien tout ce tas de paperasse à faire, des accords, huissiers, notaires, avocats, etc. 6 mois après, la proposition d'achat à la somme colossale de 7,5 milliards de dollars passe devant l'organisme fédéral américain des marchés financiers et devant la Commission européenne. Et là, paf, coup de tampon, apte au combat. Les commissions valident le rachat de ZeniMax par Microsoft. Aujourd'hui voilà, ça y est, c'est fait, le chèque est signé et endossé, 7,5 milliards de dollars encaissés. Par définition, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que Microsoft devient propriétaire des studios Bethesda, ID Software, Arkane Studio, Machine Games, etc. Et que les prochains jeux très attendus comme Deathloop, The Elder Scrolls 6, Starfield ou encore le prochain jeu Indiana Jones seront des exclusivités Microsoft. Quoique, j'ai vu dernièrement que Deathloop gardera son exclusivité sur PlayStation dès sa sortie, comme c'était prévu. Donc c'est plutôt bien, c'est fair play de la part de Microsoft. Pour fêter cela, Bethesda et Xbox se sont réunis cette semaine pendant près de 2 heures sur un live pour parler, blablater, voilà. Ah ouais, sympa les locaux. C'est quoi, c'est de la moquette sur les murs là? Hein? Le chèque? Ah oui, pardon. Mais surtout pour annoncer que 20 jeux Bethesda sont d'ores et déjà disponibles sur le Xbox Game Pass. Je vous mets donc les 20 jeux disponibles gratuitement si vous avez souscrit à un abonnement payant. La contradiction. Les 2 opus, Dishonored, les 5 volets de la saga Doom, 3 Fallout, New Vegas, le 4e opus et le numéro 76 qui contiendra bien sûr toutes les dernières nouveautés et mises à jour récentes. Le jeu Prey, Rage 2, 4 jeux Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, Skyrim et Online et les 3 jeux Wolfenstein. Si c'est pas sympa ça comme cadeau d'arrivée. Dans ce nouveau package, il faut savoir que certains des titres seront compatibles avec les dernières avancées technologiques pour les consoles Xbox Series X et S, avec notamment le mode FPS Boost. D'autres jeux pourront être accessibles directement sur votre téléphone portable si vous avez souscrit à un abonnement au Game Pass Ultimate. Par contre, Xbox n'a pas communiqué les jeux en question, mais ça ne saurait tarder. Franchement, il y a de quoi faire. Je trouve ça vraiment bien. Ce Xbox Game Pass, c'est vraiment difficile de rivaliser avec ça.
Concernant les productions en cours et à venir de ces studios en question, bon, pour Deathloop, il devrait normalement arriver aussi sur PlayStation le jour de sa sortie. Pour ce qui est des autres, comme Ghostwire Tokyo, Starfield ou encore Indiana Jones, qu'en est-il vraiment? La bonne question surtout qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces jeux-là seront disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass? J'ai déjà ma petite idée en tête. Voilà les amis, et bien écoutez, on en a fini avec ces informations majeures, on va pouvoir passer maintenant aux informations de dernière minute très intéressantes, et bon Dieu, j'aurais dû faire un 7ème épisode dans la foulée. Je le savais. Plus d'informations sur Halo Infinite, les développeurs de 343 Industries ont répondu à un questionnaire préparé par les joueurs, et voici ce qu'ils ont dit. Alors en termes de changement climatique, il ne sera proposé qu'un système de brouillard et de pluie pour commencer. Des nouvelles mises à jour arriveront par la suite et rajouteront des tempêtes et d'autres événements météo comme par exemple de la neige. Le cycle jour et nuit affectera notamment le nombre mais aussi le type d'ennemis rencontrés au cours du jeu. Alors malheureusement il sera impossible d'utiliser deux armes à la fois. Les développeurs veulent vraiment mettre l'accent sur les armes de jet et sur les projectiles comme les grenades par exemple. Les Spartans seront les seuls jouables dans le jeu. La narration du jeu se fera aussi sous forme de journaux audio qui seront dissimulés un petit peu partout dans l'univers de Halo Infinite et qu'il faudra bien sûr trouver pour en connaître davantage et enrichir donc, du coup le contenu de l'histoire. Enfin, les développeurs de 343 Industries précisent qu'ils sont heureux d'avoir eu ce temps en plus pour pouvoir peaufiner leur jeu et qui travaillent vraiment dur afin de pouvoir sortir le jeu en temps et en heure, donc prévu toujours pour la fin de l'année et qui doit répondre maintenant aux attentes des fans. Pour rappel, comme je vous l'ai dit, Halo Infinite sortira en automne 2021 sur PC, Xbox One et les deux consoles Xbox Series. Et ça vous dit d'avoir des nouvelles de Dying Light 2 ? Je sens que ça intéresse du monde. Eh bien vous êtes tombé au bon moment et sur la bonne vidéo puisque le studio polonais Techland qui développe actuellement le jeu avait promis de donner des nouvelles du jeu en début d'année. Eh bien écoutez, je vais vous dire un secret. Ils ont des trucs à nous dire sur le développement de Dying Light 2. Mercredi 17 mars. Vous dites pas que je vous l'ai dit. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous en saurons un peu plus sur ce jeu qui subit des mésaventures, on va dire, depuis sa révélation. On peut s'attendre certainement à quelques séquences de gameplay, voire au mieux, une bonne longue vidéo de gameplay comme on les aime, pour voir un peu les changements, les améliorations, s'ils sont restés sur la même lignée qu'ils étaient au départ. Car oui, faut le dire, mais la dernière vidéo dévoilée de Dying Light 2 date tout de même de 2019. Donc bon. Il est temps un petit peu maintenant de nous en dire un peu plus, de nous en montrer aussi un peu plus, et pour ça, il nous donne donc rendez-vous mercredi prochain. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes ces informations directement sur ma page Facebook, alors n'hésitez pas, foncez vous abonner. Allez les amis, on arrive sur la fin et on va terminer sur du lourd, The Day Before. C'est un jeu qui m'intéresse énormément, je vous en avais parlé dans le recap épisode 2, ce jeu PvP PvE qui a surgi de nulle part et qui maintenant est attendu comme pas possible. S'inspirant grandement des jeux The Last of Us, The Division, State of Decay ou encore DayZ, les développeurs du studio Fantastic qui sont en charge de ce projet ont donné des informations très intéressantes, pas plus tard qu'hier, sur ce que contient le jeu. C'est-à-dire, le développement du jeu a commencé au début de l'année 2019, donc ça fait un petit bout de temps maintenant que le développement a commencé, pour un studio qui n'est pas si grand que ça, puisqu'après recherche, ils sont un peu moins d'une centaine. The Day Before sera jouable en coopération sur une même partie, mais il se peut qu'à l'avenir, il soit possible de se rejoindre à plusieurs sur un même serveur. La carte du jeu sera immense et entièrement visitable, où nous pourrons opter pour soit le déplacement à pied, soit en véhicule. Les paysages et les environnements seront riches et variés, comme par exemple on pourra retrouver des forêts, des montagnes, des grandes villes, mais aussi des petits villages. Il y aura un cycle jour et nuit avec divers effets de météo. Pas d'indication cependant concernant les ennemis, s'ils seront plus agressifs ou non comme dans Dying Light ou dans State of Decay. A l'inverse justement de Dying Light et de State of Decay, les zombies auront des allures un peu plus réalistes, je veux dire un peu plus humains. C'est pas trop le terme approprié, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Certains marcheront en mode Walking Dead et seront donc plus lents, d'autres pourront courir comme des fous, comme dans le film 28 jours plus tard. Le poids de l'inventaire aura son importance et devra être respecté au risque d'être ralenti du coup par le poids et de faire beaucoup plus de bruit. Et ça, on commence à avoir bien l'habitude. Ils parlent aussi de nombreux PNJ qui seront présents et qui pourront nous donner des missions à faire et en échange, ils pourront nous aider ou bien nous sauver lors de situations assez délicates, mais ils pourront aussi nous attaquer. Et oui, à défaut des zombies, même l'IA sera parfois contre nous, mais bon, ça aussi, c'est pas nouveau.
Et en plus des PNJ parfois gentils et parfois méchants, il y aura d'autres joueurs bien réels cette fois-ci. Et oui, c'est la bonne nouvelle. Comme sur DayZ, des joueurs seront sur le même serveur et donc après, libre à chacun de voir comment on voit les choses, hein. Une alliance, la coopération, la trahison, le dépouillage, le guet-apens. Bon, je vous fais pas un dessin, le but c'est de survivre après tout, hein. Donc à chacun décider le sort de ces joueurs rencontrés, mais quand on est bien équipé, on le sait, c'est parfois un peu la goutte. Le jeu contiendra un système de rang et les développeurs veilleront par exemple à ce que les joueurs à haut niveau tombent sur des lobbies de leur niveau, etc. Il en va de même pour des joueurs au niveau inférieur, le but étant bien sûr de progresser comme sur The Division. Il sera possible donc de créer des clans, comme je vous le disais, et sur ce point, les développeurs nous en diront plus dans quelques temps autour de certainement une nouvelle vidéo et des phases bêta aussi qui vont être mises en place. The Day Before ne sera pour le moment disponible que sur PC, prévu pour une sortie cette année, mais le studio voudrait l'envoyer aussi sur PlayStation 5 et sur les Xbox Series X et S. Alors il est dit qu'un anti-cheat sera présent. Bon. Bien qu'il est absolument à vomir de tricher sur n'importe quel type de jeu, le cheat dans ce jeu comme sur tous les autres, c'est totalement inutile. Donc un anti-cheat, tant mieux j'ai envie de dire. Les développeurs prévoient de créer des événements spécifiques à des moments clés dans l'année afin d'enrichir le jeu, donc ça montre bien que The Day Before est conçu pour durer. Vous voyez, quand je vous disais qu'il est rempli d'inspiration sur The Last of Us, The Division, DayZ, State of Decay, etc., on retrouve beaucoup de similitudes. Après, entre nous, soyons transparents, The Day Before n'invente rien, ou ne propose rien de nouveau en tout cas. Le fait que les développeurs assument déjà complètement s'être grandement inspirés de ces jeux montre que les idées déjà n'ont pas été inventées de leur propre initiative. De toute façon, ça se voit. Nous verrons à l'avenir s'ils présentent des nouveautés, mais le zombie, je pense sincèrement que de plus en plus de personnes commencent à en avoir un petit peu marre. Après, tout dépend comment il est formulé. Et sur ce cas, le fait de rassembler toutes les idées de ces jeux pour les mettre dans un seul jeu, moi je le sens bien. Je pense très sincèrement qu'il y a un moyen de faire quelque chose avec et de passer de très bons moments. L'histoire, l'ambiance, le son, le gameplay, le tout en coop et en PVP. Si le tout rend vraiment bien, c'est en tout cas quelque chose que l'on doit absolument découvrir. Voilà les amis, que de bonnes nouvelles dans ce recap, ma foi un peu long, je le reconnais, mais avec des informations pour le moins très intéressantes. Ça va? Vous êtes toujours pas endormis? Parce que c'est fini là. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces infos, si vous avez appris certaines choses. Et si comme moi vous avez hâte de mettre la main sur The Day Before, alors abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Dans l'attente et dans l'impatience de voir ce que le monde du jeu vidéo va nous dévoiler ces prochains jours, restez connectés, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!